Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait 6 mois que le podcast est lancé et je tenais à vous remercier pour votre soutien. Merci pour vos messages, pour vos encouragements. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me motive de vous lire, donc continuez à m'écrire. Merci aussi à mes invités qui m'ont fait confiance. Et en parlant d'invités, dans ce nouvel épisode, je reçois Jiane Erizi, qui est psycho-coach. Et sa spécificité, c'est d'accompagner des solopreneurs et dans sa pratique, elle intègre une approche qui est à la fois business, mais aussi psychologie et mindset. Elle nous raconte l'épreuve qu'elle a traversée ces derniers mois, depuis le diagnostic de sa leucémie l'année dernière, jusqu'à la reprise de son activité professionnelle ces dernières semaines. Comme elle le dit, c'était la pire période de sa vie et en même temps, c'est la période pendant laquelle elle se découvre, elle apprend à déplaire, à écouter les messages de la vie. Son témoignage, il est incroyablement puissant, il est inspirant, il est touchant et je vous encourage à aller jusqu'au bout de l'épisode, à nous écrire à Jiane et à moi pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes. Salut Jiane. Salut Sonia, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Comment tu vas Jiane? Franchement, super bien. Super bien. J'ai passé des mois difficiles, mais je me sens trop bien en ce moment. Bon bah, on est contente de te retrouver, de te réentendre, de te lire sur les réseaux. Moi, ça a été un plaisir pendant plusieurs mois, ces derniers mois. Franchement, je pense que je te l'ai déjà dit, mais ça a été une grande force pour moi de te lire. Et je te remercie. Voilà. C'est moi qui te remercie de lire mes pavés et mes livres. Et je fais tout le contraire de ce qu'il faut sur Instagram. Au lieu de mettre de l'image, je mets de l'écriture. Donc merci à toi d'être une fidèle supportrice et pour la force que tu m'as envoyée pendant ce combat, ce long combat. Jiane, je voulais te présenter. Ouais. Et en fait, tu m'as dit que tu avais demandé à ChatGPT qui est Jiane Erizi. Et on s'est dit que ça serait hyper drôle de voir la réponse de ChatGPT. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est Jiane Erizi? Ouais, je me suis amusée en fait à demander qui est génialisé effectivement sur ChatGPT. Et je te l'ai envoyé en me disant, si tu veux, t'as qu'à lire ça, comme ça tu te prends pas la tête à devoir me présenter. J'avais fait ma longue présentation sur mes notes, mais je vais lire ce qu'il m'a dit. Alors, il dit, Jiane Erizi est une psychologue du travail et coach spécialisée pour les solopreneurs. Elle est connue pour son approche centrée sur la psychologie et l'entrepreneuriat, aidant les individus à débloquer leurs freins personnels et professionnels. Jiane utilise des techniques de personal branding, storytelling et copywriting pour aider ses clients à trouver leur why, inspiré par les travaux de Simon Sinek. Elle est également active sur LinkedIn et anime des podcasts pour partager ses méthodes et conseils. Et je disais en tout, je suis dead. C'est vraiment... Bon, on remercie Céline Steyer quand même parce que le why, c'est le SEO de son podcast qui a fait remonter ça. Et pour le reste, je ne sais pas du tout comment il a trouvé tout ça, mais ça résume assez bien ce que je fais. Je suis effectivement psychologue du travail depuis 13 ans. Je vais pas tout raconter ce que j'ai fait. Tout le monde ira voir mon LinkedIn, mais j'ai énormément d'expériences hétérogènes, voire hétéroclites parfois, qui sont complètement inversées. Depuis jusqu'en 2023, j'ai fait 5 ans dans les services du Premier ministre, puis de la Première ministre. Et j'ai été formée au coaching agile, au no-code, au copywriting. J'ai été entrepreneur. J'ai bossé pour des grandes boîtes dans le privé, dans le public. J'ai fait plein de choses. Et puis un jour, je suis revenue à ce que je suis vraiment, à la psycho-clinique du travail et à cette question du business, tu vois, de l'entrepreneuriat, mais vraiment pas le côté liberté financière, gagner des millions, etc., mais plus qu'est-ce que vous pouvez faire avec qui vous êtes, est-ce que vous avez, pour commencer tout de suite petit et bien, et voir si ça convient ou pas, tu vois. Et donc, ma passion, vraiment du moment, je parle de ça comme si c'était une tomate mozza ou vraiment c'est ma passion du moment, c'est faire comprendre aux gens que ce qu'ils ont vécu dans leur vie perso, qui ils sont, leur mindset, leurs croyances, leur automatisme, leur relation avec leurs parents, leur vie d'enfant, leur enfant intérieur, enfin tout ce sujet psycho impacte leur carrière et leur business. Et donc aujourd'hui, je reçois à mon compte, en visio principalement, des gens qui vont venir soit faire de la thérapie, parce que j'ai une spécialité en plus transculturelle, donc qui vont avoir une double culture et essayer de comprendre ce qui se joue dans leur vie perso, soit vont venir par l'aspect carrière ou business, et en fait, ça va être la même chose, ça va se relier. Dans la thérapie, on va trouver des sujets pro, des points de sortie pro.
ou des complexités pro. Et dans la partie pro, on va trouver vraiment une reproduction des schémas perso. Mais l'humain a besoin de catégoriser, comme dans des armoires Ikea. Ouais. Et a besoin de se dire, là, je viens en thérapie ou je viens chercher le pro. Et en fait, c'est pas qu'on va faire la même chose, mais à la fin, ça va se regrouper. Et donc, Ouais. pour moi, l'équilibre vie privée, vie pro, la distinction entre les deux, pour moi, elle n'existe Ça pas. n'existe pas. On transpire l'un et l'autre dans l'un et l'autre des domaines. Donc, voilà ce que je fais aujourd'hui. J'ai gardé la partie business, carrière et la partie thérapie. Et je m'amuse comme ça à faire passer les gens de l'un à l'autre constamment. Ok. Et du coup, tu parlais justement de l'impact de la vie perso sur ta vie professionnelle et comment est-ce que ça nourrit finalement ton business. Toi, ces derniers mois, tu en as longuement parlé, tu as traversé une période de maladie, tu en as très largement et ouvertement parlé, ce qui a permis, je trouve, d'ouvrir le sujet, qui est pas toujours... c'est un sujet, je trouve, qui est beaucoup tabou aujourd'hui. Comment tu as vécu ces derniers mois, Gianne ? C'est paradoxal. Je pourrais te dire à la fois... Je pourrais regarder dans un angle et te dire que ça a été horrible. Alors, j'imagine qu'il y a des auditrices et des auditeurs qui ne savent pas ce que j'ai eu, donc je vais juste faire un petit rappel. Donc l'année dernière, donc je termine mon job pour l'État en janvier. Je me mets à mon compte. Je me suis mise à mon compte l'année d'avant en réalité. Je suis à mon compte et je me marie donc au mois de juin. Et mon ex-mari maintenant était expatrié à l'étranger pour une boîte française. Donc je le rejoins au mois de juillet et au mois d'août, on se rend compte que j'ai des soucis de santé sur place, mais qui sont pas... si tu veux, ils me disent pas réellement ce que j'ai. Ça coûte très très cher à l'étranger. Moi, j'ai pas encore ma résidence, etc. Et pour faire très court, j'ai plein de soucis de santé, dont un qui est très grave, qui est une infection de la vésicule. Donc, je termine à l'hôpital, on m'opère fin août 2023. Et ils me disent, il y a un souci dans votre sang, on vous a transfusé avant d'aller au bloc, en plaquettes et en sang. Il y a un problème, il faut aller voir les matos. Si vous le faites ici, c'est 20 000 €. Wow. Mieux vaut prendre un avion 6 heures et rentrer voir ce qui se passe à Paris. Et moi, je rentre, mais je me dis, j'ai eu un coup dans le foie, un truc comme ça. Et en fait, de médecin en médecin, d'analyse en analyse, je rentre le 8. Donc le 30 août, je me fais opérer. Le 8 septembre, je rentre. Le 9, j'arrive. Et le 12, on me dit, il faut aller aux urgences. Le 13, je vois une hépato. Et le 14, je suis à Saint-Louis. Je suis à Saint-Louis en urgence au service leucémie et cancer du sang, du coup, puisqu'on détecte une leucémie très grave. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, on ne sait pas comment ça fait que vous êtes encore vivante. J'ai une leucémie vraiment qui tue en 7 jours. Ce qu'on appelle la leucémie Burkitt. Et il s'avère que pendant tout le mois d'août, je recevais des corticoïdes pour les autres problèmes de santé que j'avais. Et les corticoïdes étaient la moitié du traitement du cancer. Donc ça m'a tenue en vie. Donc à ce moment-là, tout s'effondre puisque je dois rester à Paris. Je ne peux plus retourner vivre avec mon ex-mari, qui était mon mari à l'époque. Je ne peux plus travailler. Je suis isolée pendant des semaines. Je n'ai pas le droit de sortir dans le couloir de l'hôpital. Enfin, c'est très dangereux. Si tu veux, on nous tue presque. C'est-à-dire, on descend à 7 en hémoglobine, on n'a plus de plaquettes, on peut faire des hémorragies. Enfin, on est enfermé dans la chambre et isolé. Donc, je ne peux plus travailler. Et donc, je m'effondre parce qu'à ce moment-là, mon ex-mari décide de me dire qu'il n'a pas signé pour ça. Et que, lui, on venait de se marier. Hein, et que lui imaginait que s'il restait là, il perdrait son boulot et que moi, j'allais mourir et que donc il aurait tout perdu. Enfin, il y avait plein de calculs comme ça, un peu affolants, qui ne voulaient pas avoir d'enfant qu'une femme qui était malade, etc. Et tout. Et donc, moi, je m'effondre à ce moment-là, plus pour ça que pour le cancer. D'accord. Ouais. Mais en réalité, tu vois, je tombe dans un vide, dans un trou. Et en réalité, c'est ça qui va me donner la force de survivre. Et donc, me retrouvant un peu à terre, je fais le tri dans mon entourage. Et donc, je vois qui est proche de moi, qui m'accompagne, qui me rappelle à ma foi. Et je décide de parler sur les réseaux sociaux et de, tous les jours, documenter ce qui m'arrive, ce qui se passe, de manière très ouverte. Et c'est ça qui me tient en vie. Donc, tu vois, à la fois, je vais très mal. C'est très dur. Je deviens aveugle pendant plusieurs jours. J'ai la peau qui est brûlée. Je ne peux plus marcher. Je ne vois plus. Je vis des choses horribles. Tu vois, à un moment donné, je ne peux plus manger. J'ai une mucite à la gorge. Émotionnellement, j'ai des pensées suicidaires. À un moment donné, j'ai des douleurs, etc. Donc, c'est la pire période de ma vie. Et en même temps, c'est celle où je me suis vraiment découverte. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je suis contente que tout ça soit arrivé. Parce que ça m'a libérée, ça m'a épargnée, ça m'a éloignée des mauvaises personnes.
Et ça m'a aiguisé ma clairvoyance. Je disais dans mon post LinkedIn, la clarté vient par la douleur et la souffrance. Et tu m'as dit aussi, le cancer a été pour moi un tremplin, finalement. Ça a été un tremplin parce que en parlant chaque jour, j'ai pu... c'était plus un boulot. Tu vois, c'était juste qui j'étais, que je transmettais. Et donc, je parlais de psycho tous les jours, je parlais d'entrepreneuriat, mais du côté santé mentale, je parlais de santé physique, je parlais de... Vraiment, en fait, je vais te dire honnêtement, ma pensée à ce moment-là, c'était je vais mourir. Et j'ai pas eu l'impact que je voulais avoir. Et donc, tous les jours, je parlais, je répondais aux DM, je répondais aux stories. Et j'ai vu des gens changer de vie parce que moi, j'étais malade. À un moment donné, j'ai dit, là, je peux pas prendre de douche, je peux pas manger de pizza, je peux pas conduire, je peux pas... Est-ce que vous voulez bien le faire pour moi et m'envoyer des vidéos? Et j'ai vu des centaines de personnes se mettre autour de moi comme ça. Et en fait, je me suis découverte... avant, je faisais pas de thérapie, j'étais toujours dans la partie business. Et je me suis découverte un truc un peu aigu comme ça, une intuition, quelque chose de... Je sais pas, je suis revenue en fait à ce que j'avais fait avant, à qui j'étais. Et ça a été un tremplin dans ma vie perso parce que j'ai pu faire le ménage dans ma vie, tu vois. Et ça a été un tremplin professionnel parce que 9 mois après, il y a 2 semaines, là, j'ai ouvert mon calendrier de coaching et de thérapie. Et j'ai rien compris. C'est-à-dire que j'ai été bookée toute la nuit. J'ai ouvert à 23h14, à 23h15, la première personne bouclait le rendez-vous. Et j'ai vu des coachings arriver toute la nuit, toute la journée. Et en 2 semaines, j'en ai fait près de 40. Tu vois. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de... moi, je me sens plus en phase avec qui je suis, avec ce que je fais. Et les gens ont vu qui j'étais vraiment, mais surtout, je suis restée authentique. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc comme si c'était fait exprès, il fallait que ça arrive, tu vois. Comme un diplôme, comme une formation, comme un mentor, comme... je sais pas comment t'expliquer. C'est dur à dire quand on l'a pas vécu, tu vois. En fait, quand on a une personne en face de soi qui croit tellement dans ce qu'elle fait, qui a tellement envie... Qui est tellement moteur, en fait, tu peux pas ne pas suivre. L'énergie que tu dégages, et même, je trouve que ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, on dégage une énergie. Et ça, en fait, moi, je m'en rendais pas compte, tu vois. Je pense que ça m'a vraiment fait réaliser ça aussi en te lisant, en te suivant, que en réalité, les réseaux, c'est pas juste je poste ma photo, j'écris tu peux réellement transmettre des émotions, une énergie. Littéralement. Et moi, tu vois, je faisais un atelier chez France Travail lundi sur le personal branding. Le personal branding, c'est pas du cinéma. C'est pas un masque, c'est pas un costume. C'est qui on est. C'est l'aboutissement de qui on est. C'est sans faire de cinéma, sans se travestir. Comment on traduit sur les réseaux qui on est. Et si tu me connais assez pour savoir que ce que j'écris et ce que je suis, et ce que je dis, je veux dire, sur un podcast, tu peux pas trop te travestir. Et donc, quand tout devient logique, tout devient cohérent, toi, tu es à l'aise en tant que solopreneur, en tant qu'entrepreneur, tu es aligné. Et l'autre en face se dit, elle est pas en train de me bullshiter. C'est ça. Mais l'important dans ça, tu sais, c'est cette histoire de slider, de tonalité, de comprendre... Enfin, tu peux être introverti. Maud Alavès, sur LinkedIn, elle est hyper introvertie. Et pourtant, elle est hyper forte dans ce qu'elle fait, tu vois. Elle est dans le personal branding. Mais tu peux être hyper introverti et te faire repérer. Tu peux être hyper silencieuse et écrire sur l'organisation, sur Élise Murigneux. Elle est hyper calme, gentille, sage, carrée. Elle est sur Notion, c'est quelqu'un qui est très organisé, très introverti. Pourtant, elle cartonne sur son sujet. Et donc, il y a plein de gens qui se disent « Non, moi, je peux pas être moi sur les réseaux, il faut que je sois comme X, Y, Z. » Non. En fait, tu peux juste dégager ton énergie, comme tu viens de le dire. D'abord, savoir quelle est ton énergie et l'accepter. Et moi, tiens, tu vois, tu vas me faire penser à un truc. Pendant ce cancer, comme je pensais que j'allais mourir, je me suis dit, c'est la dernière fois, c'est la dernière ligne droite pour vraiment être qui tu es. Soit on reste avec toi et on t'accepte et on t'aime comme tu es, soit on s'en va. De toute façon, si tu dois partir, tu vas partir. Et je disais, quand j'ai envoyé un mail à mon ex à l'époque, et je lui dis, tu sais, il va se passer 2 choses. Soit je vais mourir maintenant, et je vais rejoindre mon créateur, et je me sentirai libérée, plus propre, plus absoute de certains péchés. Enfin, tu vois, j'aurais fait ce qu'il fallait, et j'aurais déversé. Soit je vais vivre et je vais faire de ma vie quelque chose dont tu ne feras plus jamais partie, mais qui sera incroyable. Parce qu'à ce moment-là, je m'étais dit, même si on t'aime pas, tu t'en fous, tu vas peut-être mourir. Et tu vois, c'est ça ce tremplin-là. Donc se dire, je suis entrepreneur, je suis solopreneur, je suis sur les réseaux, je fais mon activité, si demain, parce qu'en fait, on a tous une épée de Damoclès. Moi, je peux sortir, là, avec mon cancer et pas mourir. Quelqu'un peut sortir et se faire taper par une voiture. Si là, je devais mourir, qu'est-ce que je voudrais être? Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais laisser comme
tracer un pacte. Et juste y aller sans... comment on dit? Unapologetically. C'est hyper dur à trop dire. dur à dire, celui-là. Et c'est marrant que tu dises ça parce que j'avais préparé une des questions que j'avais préparées pour toi. C'était sur le fait de... Tu vois, en fait, je trouve que la société, elle nous apprend à être des gentilles petites filles, à tout faire pour être aimée, quoi, pour être appréciée de l'autre. Et j'avais littéralement écrit, j'ai l'impression que tu t'en fous de déplaire. Eh ben écoute, c'est l'inverse pour lequel j'ai eu mon cancer, je pense. Tu sais, ça vient jamais par hasard, on le disait tout à l'heure. La maladie, c'est le mal à dit. Et ça ne vient jamais par hasard dans nos vies, notamment d'entrepreneurs ou de solopreneurs. Et je fais la distinction entre les deux parce que on a des mécanismes différents quand on travaille avec des gens et quand on travaille seul. Et quand on travaille seul, notamment, on a notre vie qui nous revient à la face, qui on est qui nous revient à la face, tu vois. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai fait un choix marital qui n'était pas le bon pour moi, puisque justement, je cherchais à être aimée. Et donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre mon corps, mon esprit, mon activité. J'ai diminué mon activité, je gagnais moins d'argent, j'étais concentrée sur lui, sur nous. Tu vois, je cherchais vraiment... pour une fois, je cherchais l'amour, tu vois. Et en même temps, j'ai choisi le rationnel, le manque d'amour, tu vois. Et donc, il y a eu quelque chose d'un manque de joie de vivre. Et la leucémie, si tu regardes, c'est intéressant parce que la leucémie veut dire... Leukémia, ça veut dire petite fille. La petite fille. Tu vois, et donc la petite fille qui cherche à être aimée, tu vois, et elle est arrivée, elle m'a giflé comme ça en me disant, tu vois, c'est pas toi, tu vois. Et donc c'est justement parce que j'ai perdu mes cheveux, j'ai pris 10 kilos avec la chimio, il m'a quittée, à un moment donné, la maladie, elle m'a atteinte, tu vois, elle m'a touchée. Et je me suis dit, en fait, ça c'est juste pour te montrer effectivement que même en cherchant à plaire, ou en cherchant à être aimée, ou en faisant tout pour, en fait, faire les choses pour les gens, ils ne vont jamais t'aimer plus quand tu fais des choses pour eux. Soit on t'aime comme t'es, soit on ne t'aime pas. Faire ne va pas amener les gens à t'aimer. C'est être qui est censé, tu vois. C'est l'être. Ouais, puis souvent, je trouve que quand on cherche l'amour à l'extérieur, c'est qu'en réalité, on s'en donne pas suffisamment à l'intérieur. C'est très difficile, tu vois. Ça, c'est les phrases toutes faites de ouais, si tu veux qu'on t'aime, il faut que tu t'aimes toi d'abord. Il y a plein de gens qui sont en couple qui s'aiment pas, hein, tu vois. Enfin, tu vois, et puis moi je dis jamais ça à mes patientes d'abord tu dois t'aimer. En revanche, je leur apprends un truc et moi c'est ce qui m'est arrivé par ce cancer, c'est que ma plus grande peur dans cette vie c'est l'abandon. J'avais pas réglé la mort de mon père en 2020. La mort est un abandon. Et donc quand tu règles pas certaines peurs, tu vas les transmettre et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Et donc tu peux ne pas t'aimer, ça peut être difficile, tu peux avoir des vagues, tu peux avoir un manque d'estime, de confiance. Oui, c'est pas linéaire, en fait. C'est pas linéaire, ta vie. En revanche, travailler sur les peurs que tu as pour te dire, si ça m'arrive, je suis l'oiseau qui a des ailes sur une branche, si la branche casse, je m'envole. Je fais pas confiance à la branche. Donc, c'est pas vraiment l'amour, c'est plus, je suis capable de me dire que je vais survivre à ce que je vais vivre. Tu vois ? Ouais, c'est la résilience en quelque sorte. C'est la résilience. Pour moi, c'est un des 3 secrets, entre guillemets, de la réussite en entrepreneuriat. C'est la résilience émotionnelle, la gratitude et la gestion de l'échec et de l'épreuve, même si j'aime pas le mot échec. En tout cas, tu as du feedback, de l'épreuve, tu vois. Mais c'est vraiment ça. C'est comment je suis résilient émotionnellement. Tout ce qui m'arrive est une opportunité et pas une épreuve. Tu vois ? Et donc, c'est ce truc de... OK, en fait, j'avais peur. Je voulais faire ma vie, je voulais avoir des enfants, je voulais être en sécurité, je voulais avoir une famille. Et ben, j'ai tellement cherché ça qu'aujourd'hui, j'ai tout l'inverse. Je suis en sous-loc, j'ai plus de voiture, j'ai pas de taf stable, tu vois. Enfin, genre, je suis à mon compte, j'ai plus de mari, j'ai pas eu d'enfants. On m'a même dit peut-être que tu seras stérile ou tu seras en ménopause plus tôt que prévu. J'ai plus de voiture. Enfin, tu vois, à tout vouloir avoir, j'ai tout perdu. Mais en vrai, j'ai tout gagné en moi, tu vois. Et donc... ça veut pas dire qu'il faut faire un choix. On peut tout avoir. J'aime bien dire fromage et dessert, tu vois. Ouais. mais ça vient d'abord de soi. D'abord à l'intérieur. Et effectivement, c'est pas forcément que de l'amour, tu vois. C'est cette capacité à se dire... c'est l'acceptation radicale dont parle... je sais plus comment elle s'appelle. Stutz, tu sais, Phil Stutz. C'est un psychiatre hyper reconnu. Il parle de l'acceptation radicale. C'est pas se dire « demain, ça ira mieux ». C'est se dire, oh, putain, ce gros caca qui vient de me tomber dessus, je vais m'en servir comment ? Je vais en faire quoi ? Ben moi, on m'a dit, t'as le cancer. Vendredi, samedi, j'étais déjà en train de poster des stories.
Je vais en faire quoi? Eh ben, je vais raconter aux gens que on peut s'en sortir, que la foi c'est important, que l'entourage est important, qu'il faut faire attention avec qui on se marie, que tu vois tout ça, que on peut subir, être aveugle, avoir la peau qui brûle, avoir des chimios et y arriver, qu'on a le droit de dire qu'on pleure, que pleurer c'est être vivant. Tu vois, un bébé qui sort du ventre de sa mère s'il pleure pas, on a peur. Tu vois, que c'est juste une montée de cortisol et que c'est réguler son corps par l'homéostasie que de pleurer, c'est une bonne chose. Moi, en séance, quand il commence, je suis désolée, je pleure. Mais pleure. Moi, je veux que tu pleures. C'est clair. Oui, bien sûr, parce que là, finalement, pleurer, c'est quoi? C'est libérer une émotion qui est bloquée dans ton corps. Et une hormone du stress, en l'occurrence le cortisol, tu vois. Et comme je disais, un enfant qui naît, il faut qu'il pleure. Ça n'a jamais prouvé autre chose que l'humanité, tu vois. Donc, c'est tout ce truc de comment je reviens à moi et comment je me dis juste tout ce qui m'arrive a une raison. Et je vais pas attendre qu'on m'explique la raison. Je vais, moi, me dire, je vais m'en servir comme ça. Et tout à l'heure, tu disais, tu parlais de ce que je disais, de quand on t'appelle et on revient vers toi pour te donner des informations sur qui tu es. Tu m'en parlais tout à l'heure sur Ah oui, parce qu'en fait, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a une des choses qui m'a marqué dans tes partages sur les réseaux sociaux, c'est que tu disais, si vous voulez trouver votre talent, observez ce pourquoi les gens viennent à vous et les questions qu'ils vous posent. Et c'est dans ces éléments-là que vous allez trouver la réponse sur finalement, c'est quoi qui fait ta force, pourquoi les gens viennent à toi. Et moi, ça m'a marqué et maintenant, je fais très attention aux sollicitations que je reçois et j'observe. Je me demande, ah tiens, cette personne vient me poser telle question, pourquoi moi, tu vois? Et ça, c'est fort, vraiment. Et au-delà des gens qui viennent vers nous, maintenant, je vais ajouter toutes les épreuves qui nous tombent dessus. Pourquoi j'ai eu ce cancer? Qu'est-ce qu'il est venu me dire? De qui il est venu m'éloigner? C'est comme j'aurais pu avoir un cancer ailleurs. Tu sais, l'endroit où tu as le cancer, il sert à quelque chose. Et moi, j'ai un cancer du sang et de la moelle. Moelle, c'est moi et elle quand même, alors que j'ai des difficultés de relation avec ma mère. Le sang, donc les questions familiales, tu vois, transculturelles, etc. Enfin, la leucémie, on te nettoie ton sang. On te nettoie ta moelle, tes racines, tu vois. Et c'est le seul cancer où tu es isolé, enfermé, et où il a fallu que je reste en France. Je ne pouvais pas retourner. Enfin, tu vois, il y a un truc qui a fait, tu es obligé de rester là. Et l'autre est obligé de partir. Et donc, je viens te dire que la séparation est obligatoire. C'est mieux pour toi. Tu vois? Donc, les gens vont venir me voir, me poser des questions. On va m'envoyer certains réels, certaines stories, certains messages. On va me taguer sur des posts. Quand je vais aller dîner, on va me dire des choses. Mes parents vont se rappeler de certaines choses. On va me sortir certaines photos de quand j'étais plus jeune. Tu vois, on va me solliciter sur un truc dans la rue. Même tes yeux, sur quoi ils vont se poser. Il y a toujours une raison à tout, en fait. On va pas tout intellectualiser. Il ne faut pas non plus tout suranalyser, mais en tout cas être quand même aware, tu vois, ouvert à tout, en fait. Exactement. Parce que la vie, enfin tout autour de toi te donne des messages constants et ça se répète. C'est la répétition qui est intéressante pour moi, tu vois. Ouais, hyper intéressant. Pour finir un peu sur ce sujet-là, la question que je voulais te poser par rapport à l'épreuve que tu as traversée, c'est quoi, quel est ton rapport à la mort aujourd'hui? Alors, tu sais, au mois de mai de l'année dernière, on m'a posé la même question alors que je ne savais même pas que j'étais malade. Et j'ai dit, la mort vit à mes côtés, je pense qu'elle est là, elle vit à mes côtés. Je ne savais même pas que j'étais malade. C'est bizarre parce que je ne ressens plus la même chose, tu vois. J'ai l'impression qu'elle m'a regardée, qu'elle m'a dit « Ah, c'est bon, tu as compris le message que je viens de t'envoyer ? Bon, je pars, je vais gérer d'autres trucs et on se reparle quand ce sera ton slot sera arrivé, ton heure sera arrivée. Tu vois, l'année dernière, c'était vraiment, j'ai l'impression qu'elle est là, elle est assise à côté de moi et elle me parle. Et là, je crois que tu m'as écouté, tu m'as entendu et je reviendrai, pas maintenant. Fais ce que tu as à faire. J'ai pas envie de revenir te parler d'ici là, tu vois. C'est littéralement presque personnifié, quoi. Ouais, c'est ma pote. C'était ma pote que je voulais pas entendre. Tu sais, je sais pas si t'as vu le réel là sur Instagram, il y a les keufs, il y a un mec qui passe en voiture et il y a les keufs et je ne vous vois pas. Ah oui. Et moi, c'était ça, elle est là et puis j'étais en mode non, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, je ne veux pas savoir. Et puis un jour, en fait, elle a forcé la porte. Elle est venue, elle s'est assise, elle m'a dit bon, maintenant t'as pas le choix. Et puis je lui ai dit ok, tu veux quoi? Et en fait, faut que tu reviennes à ta foi, faut que tu reviennes à t'as pas compris ci, faut que tu te sépares de ça, faut que tu fasses ça, faut que tu vois. Et j'ai dit ok. J'ai mis du temps. Et j'ai dit OK. Et elle m'a dit OK, maintenant, je crois que j'ai fait le boulot.
attention à toi, hein. Tu vois, genre, fais attention, je peux revenir à tout moment, tu vois. Donc, bon, on va pas se mentir, je suis toujours malade. Ça fait 9 mois que j'ai pris de la chimio, des doses très très lourdes. Bon, tu le sais, j'ai perdu mes cheveux, enfin, il se passait plein de trucs. Là, j'ai une chimio par mois encore pendant 1 an. J'ai une chimio par la bouche encore pendant au moins 3 ans. Et une leucémie, on te dit que tu es guéri au bout de 5 ans. Donc, Ok. il me faut encore 4 ans. Mais je vais beaucoup mieux. Je suis venue en vélo, je fais du sport. Enfin, je serai toujours fatiguée pendant la prochaine année ou les 2 prochaines années. Mais j'ai plus d'idées suicidaires, j'ai plus envie de me tuer, je pense plus à la mort dès que je me réveille ou je m'endors. Enfin, tu vois, j'ai juste envie de lui dire merci, j'ai compris ton message et s'il te plaît, enfin, tant que j'ai des trucs à faire, laisse-moi Laisse-moi. vivre, tu vois. Voilà. Mais on pense toujours que la maladie, ça arrive qu'aux autres. Ouais. En fait, toi, tu racontes en l'occurrence que tu n'avais pas anticipé ça. Ben, évidemment, hein. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'anticiper. Et du coup, notamment en termes de couverture sociale, avant le diagnostic de ta maladie, tu n'avais pas forcément anticipé ce point-là. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à des solopreneurs vis-à-vis de ça? Alors, tu sais, à partir du moment où je suis tombée malade, donc j'en ai fait un post sur les réseaux. Il y a un post sur mon LinkedIn, si certains veulent aller le voir, je crois que c'était c'était l'année dernière. Et il y a des gens qui soumettent des idées de prévoyance, de mutuelle. Et il y a effectivement, apparemment, des couvertures. Enfin, on peut apparemment payer un petit montant chaque mois et ensuite avoir son salaire qui est couvert quand on tombe malade. Moi, j'y ai plus le droit aujourd'hui. Ok. Maintenant que j'ai été malade, j'y ai plus le droit. Donc, tu te doutes bien que je suis pas allée me renseigner. En revanche, je me suis quand même dit, Jeanne, t'accompagnes quand même des entrepreneurs, ce serait pas mal de te renseigner pour pouvoir leur dire. Et bien, figure-toi que je l'ai toujours pas fait. Alors, je conseille à chacun de regarder ce qui peut le plus lui convenir. J'ai un rapport bizarre je vais pas te mentir, j'ai un rapport bizarre à tout ce qui est prévoyance, assurance et tout. Je suis très croyante et j'ai eu l'impression que même en étant tombée malade, tout a été fait pour que je ne manque de rien, tu vois. Et j'ai du mal à me dire, je vais mettre de l'argent dans quelque chose qui va me couvrir, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens dont c'est le besoin. Donc, j'ai du mal à conseiller les gens et à leur donner vraiment, leur dire, va par ici, va par là. Parce que moi, j'ai envie de dire aux gens, faites confiance. Ça va bien se passer, tu sais. Il va toujours se passer un truc. Je te donne un exemple. Moi, je suis entrepreneur. C'est-à-dire que j'avais pas de sécurité sociale, j'avais pas d'indemnité journalière. Et en parlant sur Instagram, en racontant mon histoire, il y a une nana qui me suit, que je ne connais pas, qui est une ancienne manager de la Sécu, qui a transmis mon dossier à ses anciens collègues en disant est-ce que vous pouvez l'aider par rapport à ses indemnités. Et j'ai envoyé mes anciennes fiches de paye, mon contrat, etc. et tout. Et ils ont réussi à travailler mon dossier pour réactiver mes droits de salarié. Ok. Et donc, du coup, en 48 heures, j'ai pu avoir un arrêt maladie, enfin pas un arrêt maladie, mes indemnités journalières normales. C'est un truc légal, hein, mais c'est juste, ça a été fait en 48 heures parce que j'avais parlé sur les réseaux. C'est incroyable. Tu vois. Et donc tout revient pour moi quand on est solopreneur, entrepreneur, à qui est-ce que tu connais, de qui tu t'entoures, qui autour de toi peut t'expliquer les choses sur ces sujets, avoir des gens dans ces métiers-là, ces secteurs-là. Et se renseigner en amont de si je tombe malade, mais la sécu, les indemnités, ma mutuelle, ma prévoyance, qu'est-ce qui se passe? Savoir ce qui se passe. Et même si tu ne prends pas de prévoyance, te dire, je décide de ne pas le faire, mais je sais. Et moi, je ne savais pas. Tu vois? Donc, c'est surtout ça, être renseigné et prendre ses propres décisions. Il existe des choses à faire. Ah oui, totalement. Moi, tu vois, à tu titre perso, je travaille avec un courtier qui régulièrement revoit mes contrats d'assurance, de prévoyance, etc. Et voilà, ça me permet d'être rassurée là-dessus, mais c'est aussi parce que je suis passée par là avec mon mari et que je sais voilà, qu'on ne m'y reprendra pas au deuxième coup. Et tu vois, pour autant, tu me disais ton mari est tombé malade, mais sa vie a fait que il avait fait en sorte d'être couvert, non pas par des assurances, mais tu vois, ce qu'il avait fait comme choix dans sa vie lui a permis d'être tranquille, tu vois. Donc, il y a plein de choix. Il y a je me couvre de cette manière-là. Il y a je me couvre en sachant que contractuellement, je peux être chez Jump, par exemple, et être en portage salarial et donc être couvert. Il y a je peux avoir mes indemnités de sécu parce que je suis une ancienne salariée. Tu vois, il n'y a pas que... Enfin, c'est se renseigner sur les différents trucs et décider avec quoi on fait, tu vois. Et ça, c'était une erreur de ma part de ne pas l'avoir fait. Mais tout s'est goupillé pour faire en sorte que je
continue Ouais, de puis je vivre. pense juste le message, c'est peu importe ce que vous mettez en place, mais en tout cas, renseignez-vous, C'est faites ça, le nécessaire. c'est ça. Ne vous dites pas que ça arrive qu'aux autres, parce qu'en Non, fait, ça n'arrive jamais non. qu'aux C'est autres. le premier Ça... post que j'ai mis. Voilà. On dit toujours que ça arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça arrive à soi. Franchement, jusqu'à maintenant, je me dis, est-ce que c'est vraiment réel ce qui s'est passé? Je suis toujours sidérée de l'annonce du diagnostic en urgence. En moins de 24 heures, j'étais à l'hôpital sous ponction lombaire, ponction du sternum. Tu vois, ça courait dans tous les sens. Et tu sais, moi, ce jour-là, j'avais à 14h30 un entretien pour une mission Ok. de coach pour l'État. Mhm. Et je suis rentrée à l'hôpital le matin et moi, je leur dis à 14h30, dès que je sorte, j'ai un call. Et ils me regardent en mode Madame Hérisy, vous n'avez pas compris, je crois. On va vous faire une ponction du sternum, une ponction. Oui, bah, je sais, c'est pas grave. De toute façon, c'est 3 semaines la chimio. Après, non, vous avez une leucémie. Enfin, vous avez au moins 9 mois. Enfin, moi, je croyais que j'allais faire 3 semaines de chimio, que j'allais leur dire attendez-moi, dans 3 semaines, j'arrive. Tu vois. Et à 14h30, pendant l'heure de l'entretien, j'étais en train de me faire ponctionner de partout. Tu sais, ce mental de. Mais en vrai, si j'avais un conseil à donner, c'est quand on est dedans, de toujours voir l'après. C'est de toujours avoir un objectif de se dire ok, mais après je vais faire quoi? J'avais un calendrier devant moi, j'avais les jours à cocher, on m'avait acheté un calendrier de 2024, je me disais bah, je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois, je me mettais des challenges, j'essayais de marcher plus de pas qu'on me disait de faire, de monter une pente au lieu de marcher droit, tu vois, de toujours faire des... Dès que j'ai arrêté ma chimio, j'ai pris un vélo là, tu vois, je conduisais, j'allais à ma chimio en conduisant. Enfin, je faisais toujours plus que ce qu'on me disait de faire et je regardais toujours plus loin que le diagnostic. Bon, là, votre cycle, ça va, on va faire un deuxième. Et moi, j'étais en mode, ok, mais le troisième, mais madame, on n'a pas encore fait le deuxième. Oui, moi, je veux savoir. Et en 2024, je pourrais partir quand en vacances? Non, mais ça, on verra. Non, moi, je veux savoir dès maintenant, en fait. J'ai combien de mois de... Tu vois, il faut pas s'arrêter, faut pas se... La projection t'a aidé finalement à... Ouais. À garder l'espoir, je sais pas si c'est l'espoir, ou en tout cas l'envie, t'as aidé en tout cas à traverser cette épreuve. Ouais, ça m'a aidé à traverser cette épreuve et ce qui m'a aidé à traverser cette épreuve, c'était aussi de me dire qu'elle servait à d'autres. Et je crois que, en vrai, si je regardais vos activités à tous, d'entrepreneurs et de solopreneurs, on pourrait tous trouver une raison à tout le monde s'il lui arrivait un truc, de dire je vais m'en servir ce temps-là pour faire quelque chose. J'ai rencontré une journaliste qui était en arrêt maladie et en chimio, en hôpital de jour, et elle me dit c'est la première fois de ma vie que j'ai du temps pour moi et je vais enfin pouvoir écrire ce livre sur l'histoire de mon père au Vietnam, qui n'a jamais voulu retourner au Vietnam, qui ne nous a jamais emmenés au Vietnam. Et ben maintenant, je vais pouvoir enfin creuser et découvrir ce qui... Enfin, tu vois, c'est un cancer du sang qu'on a, je te rappelle, encore une fois. C'est le même cancer. Tu vois, et c'est à 50 ans, arriver à prendre enfin du temps pour retracer l'histoire de son père. Tu vois, donc il y a toujours un... Et donc, ce livre-là va servir à d'autres. Ce qui t'arrive te sert à toi, mais on t'a assigné cette montagne pour que tu puisses la gravir et aider les autres et dire aux autres, vous pouvez le faire. Et ça, c'est aussi l'entrepreneuriat. C'est ça, le soloprenariat. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu vois, en fait, c'est bizarre. Je fais un parallèle entre le soloprenariat et la maladie. Mais en fait, moi, je trouve que tous les gens qui entreprennent seuls, c'est parce qu'ils ont vécu des épreuves. C'est une réponse aux épreuves. Ok. Tu vois? Et donc, c'est une épreuve en elle-même. Et c'est se dire, maintenant, avant, j'ai subi. Maintenant, je me mets moi-même cette épreuve-là. Tu sais, c'est comme si tu vas à Koh-Lanta ou si tu es chez toi et tu te dis aujourd'hui, je vais pas manger pendant une semaine. Tu vois, et genre quand j'aurai réussi cette épreuve-là, je vais me faire du riz. Bon, c'est exagéré ce que je raconte, mais c'est pareil. Je vais plus choisir que les épreuves arrivent. Je vais moi-même me mettre dans l'épreuve et le challenge de la vie. D'aller partager quelque chose, d'aller trouver des clients, d'aller fixer un prix, d'aller me montrer sur les réseaux, d'aller enregistrer un podcast. Tu vois, c'est moi qui choisis mes épreuves. Je te laisse plus la vie. Je ne laisse plus les choses arriver, les subir. Je décide moi d'aller me mettre, tu vois. Je vois totalement ce que tu veux dire parce que moi, la façon dont je l'ai vécu dans la transition entre le salariat et le soloprenariat, c'était vraiment, en fait, j'étais dans une espèce de forme de victimisation en tant que salariée où j'avais l'impression personne croit en moi, on me donne pas les opportunités, on me laisse pas faire. De toute façon, voilà, c'est les autres. Et je sais pas, il y a un jour, il y a eu un déclic. En l'occurrence, je sais quel était le déclic. C'était mon mec qui m'a dit écoute, maintenant, c'est toi ou c'est le. Enfin, il m'a clairement dit ça pour me provoquer, tu vois. Il m'a dit en gros, je vois bien que t'es mal. Moi, ça me rend mal aussi. Donc, à un moment donné, ce sera
ton travail ou Ou moi, nous, tu ouais. vois. Il m'a un peu mis au pied du mur et là, je me suis dit, non, attends, c'est quoi ça? Et j'ai repris en main mon pouvoir d'action et ma confiance et en fait, juste mon autonomie, quoi, tu vois. Et j'ai décidé de me faire confiance à moi-même, d'aller chercher mes propres clients, de me former moi-même et de pas attendre qu'on me donne les opportunités, mais d'aller les chercher, en fait, vraiment. Mais tu sais que si là, on faisait l'analyse de ce qui s'est passé, Mm. tu étais mal à l'aise dans l'endroit où tu étais, il se passait ce qui se passait parce que tu devais en partir. Ouais. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui ne sont pas bien quelque part, et c'est mon credo de si t'es pas bien, bouge, t'es pas un arbre. Ouais, j'adore. C'est Ce sera peut-être le titre de l'épisode, hein. ah, j'adore, j'aime bien. J'aime bien parce que le premier épisode que j'ai fait il y a 2 ans, on m'a mis Eminem on m'a mis Godzilla en bande-annonce, tu sais. Ah, ok. Coucou Alim. Et je sais que je parle vite, mais ouais, j'aime bien le bouge. Si t'es pas bien, bouge, t'es pas un arbre. Et tu vois, moi, justement, je suis tombée malade parce que j'étais à l'étranger, je n'allais pas bien. Et j'ai pas voulu rentrer. Mm. Tu vois. Et donc, là où tu étais, là où vous êtes, Mm. ceux qui nous écoutent, dans n'importe quelle situation amicale, amoureuse, professionnelle, de formation, il faut pas se dire c'est moi le problème, je me sens pas bien donc il y a un problème, mes besoins ne sont pas légitimes, mon mal-être n'est pas légitime, il y a des gens qui meurent de faim, il y a la guerre et donc moi pourquoi je me plains et pourquoi, parce qu'en fait c'est possible, encore une fois, fromage et dessert, d'avoir tout ce qu'on veut. Il y a seulement 3 choses qui disparaissent jamais, c'est le travail constant, on est obligé de travailler, les Hormozy, les Steve Jobs, tous ces gens-là, ils ont continué de travailler. C'est la douleur, on aura toujours mal. On aura toujours de la douleur. Et c'est l'incertitude. Tu vois, là, on enregistre, tu sais pas combien de gens vont écouter. Tu sais même pas si la piste audio, elle va fonctionner à la fin de il a tout capoté, là. Tu vois. Non, mais c'est 3 trucs qui disparaissent jamais. On peut tout avoir, mais ces 3 trucs-là, il faut les accepter. Je travaillerai toujours. J'aurai toujours mal à un moment donné dans ma vie. Et j'aurai toujours de l'incertitude sur ce qui va se passer après. Et si j'accepte ça, je peux tout faire. Et du coup, c'est vraiment ce truc de oui, mais moi, pourquoi moi, je veux ça? Mais tu as le droit de voir ce que tu veux. Tu as le droit même de dire je veux devenir poissonnière au bord de la mer en Nouvelle-Calédonie et d'y aller. Tu vois? Et donc, toute la douleur des gens, c'est 1, des gens qui pleurent pas assez, et 2, des gens qui n'acceptent pas qui ils sont, et 3, des gens qui n'acceptent pas ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois? Et donc, quand on a fait tout ça, on a accepté d'être humain, on a accepté qui on est, et on a accepté qu'on n'est pas bien à cette place-là et qu'on veut faire autre chose. Même si c'est difficile, et bah t'iras quand même. Et la preuve, même si tu vis des trucs difficiles, bah tu kiffes. Tu vois? Ouais, mais on m'a dit un jour, et je suis mitigée par rapport à ça, j'aimerais bien avoir ton avis. Dis-moi. En fait, il faut toucher le fond pour remonter. Et je me dis, dans un sens, oui, mais est-ce qu'il faut forcément toucher le fond pour à chaque fois remonter? Est-ce qu'on peut pas, à un moment donné, juste être toujours au-dessus de l'eau? Je sais pas, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est... Quand t'as parlé, j'ai vu que le fond dont tu parlais, il était hyper grand. C'était une piscine de 10 mètres. Et je pense qu'en fait, on n'a pas les mêmes mètres. C'est comme les piscines, tu sais, il y a 0,5, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5. Et en fait, des fois, il faut juste toucher le fond de 50... Enfin, il faut juste, genre, te noyer un petit peu, tu vois, et taper vite, tu vois. Et puis, des fois, il faut plonger à 10 mètres. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu cherches, c'est tellement profond qu'il faut aller le chercher. Mais tu vois bien que quand tu descends dans la piscine, pour remonter, tu galères si tu tapes pas le fond, tu vois. Et donc, des fois, ce que tu cherches, il est par terre, il est au sol. Va chercher ton chouchou là qui est tombé, selon où tu es dans la piscine, tu vois. Et donc, c'est à quel endroit de la piscine tu es dans ta vie. Si tu es dans le bassin pour enfants, tu resteras toujours au-dessus de l'eau, tu vois. Par contre, si tu es parti dans le bassin pour adultes, là, des super expérimentés, il faut aller au fond, tu vois. Il faut aller... Et c'est pas de taper le fond dans le sens se noyer et mourir. C'est taper le fond, je vais chercher... tu vois, et y en a qui vont y arriver, qui vont descendre, parce qu'ils se sont formés en apnée, etc. et tout. Ils ont les bonnes lunettes. Ils ont les bonnes lunettes, ils se sont préparés et ils n'ont pas peur, ou alors ils ont préparé leur peur. Ils ont appris à nager. Et donc, du coup, c'est t'inquiète, moi j'y vais te chercher ton truc. Et toi, quand tu arrives à leur niveau, tu es en mode bah, j'y vais tranquille. Tu vois, alors peut-être il y a 2-3 ans, tu te disais moi rentrer dans l'eau, je mets de la vie. Tu vois. Donc, tu vois, c'est pas négatif taper le fond. C'est des fois aller chercher des trucs et remonter et taper pour remonter, comme font les nageurs expérimentés. Mais j'aime bien cette idée de palier, en fait. C'est pas forcément tout de suite la profondeur absolue, mais que des fois, c'est juste taper, remonter. Et voilà. Et garder la tête au-dessus de l'eau, t'as des gens, ils sont juste la tête au-dessus de l'eau et puis, tu vois, ils sont comme ça en train de respirer, ils sont en apnée tout le temps, tu vois. Et en fait, bah, moi, je préfère en fait qu'ils tapent, qu'ils aillent chercher au fond et qu'ils remontent plus haut, qu'ils sont, ils sont là en train de barboter et ça leur demande trop d'énergie, tu vois.
des fois, sous l'eau, tu fais la petite sirène et tu te sens beaucoup mieux, en fait, que quand tu es en train de, tu vois, pas savoir De nager, quoi. paniquer au-dessus de l'eau. Ouais, tu vois, donc ça dépend comment on le voit. Mm. C'est toujours, en fait, pour moi, la vie, c'est une question de perspective. Mm. Comme la maladie, comme l'épreuve, tu peux le voir de plein de manières différentes. Tu peux voir quelqu'un qui est malade comme ayant eu un temps de repos, même si c'est pas du repos. Tu vois, c'est OK, maintenant tu vas te poser, tu es obligé de prendre soin de toi. Comme tu peux le voir comme quelque chose qui vient lui dire qu'il a mal fait, il a mal mangé. Parce que moi, c'est ça que j'ai reçu. Hein. Non, mais il faut que tu manges ci, il faut que tu fasses ça. Tu vois, mais pourquoi tu as eu cette maladie-là? Mais tu es dans le déni, tu vas mourir. Et il y a d'autres personnes qui étaient en mode enfin, tu vas te reposer. Ah, mais attends, on a accès à toi plus facilement. Et puis, je passais du temps de qualité avec les gens que j'aime. Tu vois, et puis, tu vois, si tu changes ta perspective, c'est poser tes lunettes, prendre d'autres lunettes. C'est juste ça, en fait. La réponse, elle peut être différente selon la perspective. En tout cas, la métaphore de la piscine, franchement, on l'a filée jusqu'au bout. Je kiffe. Je te jure que ça fait 9 mois que j'ai envie de nager. Là, j'attends que ma cicatrice elle se referme. Tu penseras à moi. Clairement. Moi, j'accompagne pas mal de solopreneuses et je vois un petit peu le rapport à l'argent qu'elles peuvent avoir. Ouais. Et souvent, elles ont l'impression d'avoir peur de ne pas y arriver. Enfin, en tout cas, il y a deux choses. Il y a deux sujets, la réussite et l'argent. Elles ont l'impression de pas y arriver. Mais en fait, quand tu creuses, souvent, c'est qu'elles s'empêchent d'y arriver par peur. Tu vois, par peur de quoi? De ma vie va changer, je vais avoir d'autres responsabilités, mon entourage va changer, etc. Enfin, évidemment, tu te le dis pas consciemment, tu le nommes pas. Est-ce que toi aussi, dans les personnes que tu accompagnes, tu constates ça? C'est un vrai sujet chez les femmes, vraiment, qui l'est beaucoup moins chez les hommes, qui va l'être chez les hommes biculturels. Et donc, hommes et femmes biculturels. Et ensuite, quand c'est pas biculturel, c'est plus les femmes que les hommes. Ok. Tu vois, très clairement, les hommes blancs, d'école de commerce, enfin, tu vois, ils n'ont pas ce problème-là. Ok. Donc, ça va être plutôt des gens hors biculture, comme je te disais, ça va être plutôt les femmes qui vont être touchées. Et sinon, quand c'est biculturel, c'est les deux au même niveau. Tu vois. Ok. Et donc, il y a un sujet. Moi, je leur dis toujours, pensez que vous faites pas ce truc-là, ce soloprenariat, cet entrepreneuriat, pour faire de l'argent. Vous faites de l'argent pour faire votre soloprenariat. Tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu cherches pas des gens à coacher parce que tu veux gagner des 100 et des 1000. Même si tu le voulais, ça arrivera parce que tu kiffes tellement ce que tu fais que l'argent que tu fais te permet de continuer à le faire et ainsi de suite. Ça devient une boucle. Une énergie, l'argent. Une énergie. Ouais, c'est une énergie, l'argent. C'est un vaisseau, c'est un tremplin. Et ça c'est un des premiers critères, c'est est-ce que tu es en train de faire ce que tu fais pour gagner de l'argent? Et si oui, si c'est ça ton why, tu vas te vautrer. Et tu as peur de ça, tu vois. Si tu commences à te dire, OK, comment je fais des thunes pour continuer mon activité, pour continuer de faire des thunes, déjà, c'est plus fluide. D'accord. La deuxième chose, c'est la question de la femme. La question de la femme, il a été démontré de manière transgénérationnelle que la femme qui demandait de l'argent, qui fixait son prix, elle le faisait anciennement à soit son père d'abord, soit ensuite son mari. Ici, ce n'était pas son père ou son mari, c'est qu'elle était prostituée. Ok. Il y a très longtemps de ça. Et donc, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand tu leur dis... moi, il y en a une qui, il n'y a pas longtemps, m'a dit, j'étais en négociation salariale, et quand on m'a demandé mes prétentions salariales, j'ai l'impression qu'on me demandait la couleur de mon string. C'était tellement... tu vois, le lien au sujet était tellement énorme. Et donc, tu coûtes combien? C'est combien? C'est combien la passe? Tu vois? Ou ma fille, t'as besoin de combien? Ou ma femme, je te donne 20 balles pour aller au marché. Ou, tu vois, l'argent vient toujours de l'homme. Tu vois. Et donc, il y a ce truc de... En fait, je vaux combien? Mais qu'est-ce qui vaut? Tu vois, c'est quoi que je mets en avant? Et donc, il y a ce truc de le prix que je donne équivaut au prix de mon corps. Et à la valeur qu'on s'accorde aussi finalement à soi-même quelque part. D'abord, il y a ça. Il y a ce truc transgénérationnel lié au corps. D'accord? En fait, mais moi, je vends quoi? Là, je vends pas enfin, tu vois, c'est bizarre, en fait. Je donne un prix sur moi. D'accord? Ensuite, il y a ce truc-là de quelle valeur je m'accorde et surtout, qu'est-ce qu'on va dire de moi quand on va me demander combien je coûte, tu vois, est-ce que je vais pas être trop basse, trop haute, trop machin, est-ce qu'on va me dire pour qui tu te prends ou est-ce qu'on va me dire voilà, celle-là se dévalorise. Il y a beaucoup les parents, c'est combien, tu t'es payé combien, tu gagnes combien, tu fais payer combien, tu vois. Et donc il y a la comparaison qu'on a depuis petite, t'as vu lui, t'as vu elle, t'as vu machin, t'as vu truc, donc tu sais, tu vois. Et puis il y a mais comment on pose un prix sur soi en vrai?
Tu vois, et donc, on revient au corps encore. Et donc, dans ces gens-là, il y a aussi les femmes biculturelles où la religion, la croyance, la culture, etc. va faire surface. Et c'est pas que religieux, c'est aussi culturel, méditerranéen, tu vois, de ce truc de... mais ça marche pas, en fait. Je donne un prix sur moi. Et en fait, la femme, elle gagne pas de l'argent. C'est le mec qui doit gérer, tu vois. Et donc, et il y a beaucoup de femmes qui te disent, si je gagne de l'argent, je peux pas rencontrer un mec qui va prendre soin de moi parce que quand je gagne de l'argent, bah, le mec se dit, bah, attends, il gagne de l'argent. Donc, en fait, si elle me demande de l'argent, c'est une michto. Donc, faut pas que je gagne d'argent parce qu'il faut que je trouve un mec quand même qui soit un mâle alpha ou enfin, qui gère la famille ou qui gère... Enfin, tu vois, il y a ce truc... Il y a plein de trucs comme ça qui se mélangent. Ouais, et surtout, en fait, ce que tu dis là, c'est pas des choses qu'on se dit consciemment, en fait. C'est des mécanismes et des patterns, enfin, je sais pas comment on dit en français, des schémas répétitifs, c'est c'est systémique. On répète des choses et c'est là où moi, comme je te dis, je kiffe faire le lien entre le perso et le pro. Alors du coup, on dénoue ce truc-là. Et tes parents, c'était comment ? Et ta mère, elle gagne de l'argent, elle travaillait pas. Et ton père ? Ok, oui, mais ma mère, elle travaillait, mais du coup, en fait, elle s'est fait avoir par mon père, qui du coup lui prenait sa thune. Enfin, tu vois, et donc à la fin, elle gère les enfants, elle gère la maison, elle gère le truc, et en plus, elle fait 50-50. Mais pourquoi ? Parce qu'elle travaillait. Ah, mais et si elle travaillait pas ? Il aurait tout payé. Et donc, toi, t'as peur de travailler parce que t'as peur de faire de l'argent. Et tu vois ? Et puis après, t'as aussi le système familial de l'argent, il descend pas, il remonte. On a des familles aujourd'hui qu'on connaît en France qui fonctionnent du type de mon enfant va à l'école, je lui paye son logement, je lui paye ses études, il travaille, il donnera un héritage à ses enfants, je vais mourir et donner de l'argent à mes enfants. Et on a un système en face qui est j'ai aidé mes parents, on était en galère, donc toi maintenant tu dois m'aider moi. Moi j'ai rien à te donner, j'ai rien à te laisser, c'est toi qui dois m'aider moi. Sauf que on est un peu dans une génération de bâtards où nous on veut pas faire ça avec nos enfants. Et donc on est en mode alors attends, moi je veux faire de l'argent parce que je veux en laisser à mes enfants. Et à mes parents aussi. Et je dois aussi en donner à mes parents. C'est ça. Et donc, il y a des gens vraiment qui me disent, je ne veux pas gagner de l'argent parce que je ne veux pas que ma famille m'en réclame. Et le dernier cas, c'est, je vais changer. Je vais être une mauvaise personne, je vais être une mauvaise croyante, je vais être une mauvaise épouse, je vais être une mauvaise amie. Les gens vont moins m'aimer, on va me courir après, on va me réclamer si, on va avoir de l'intérêt chez moi. Tu vois, ce truc du changement. Et moi, je dis toujours, l'argent ne change pas les gens, il les révèle. Donc, il va te révéler toi et il va révéler les gens autour de toi. Tu préfères rester ami et entouré de gens qui te mangeraient si tu avais de l'argent ? Est-ce que tu veux pas connaître ta vraie valeur, ta vraie personne ? Ça veut dire qu'en fait, tu es en train de te dire que tu es une mauvaise personne et qu'en fait, l'argent va le montrer. Tu vois ? Si tu penses ça vraiment, c'est ça. Au fond. Donc, ça ne te changera pas, ça révélera qui tu es. Si tu sais que tu es une bonne personne, eh ben, tu sais que tu pourras faire de la donation. Tu pourras aider d'autres femmes, tu pourras ouvrir une asso, tu pourras créer une école, tu pourras faire plein de trucs en fait, tu vois. Et en fait, et c'est là où je l'ai fait travailler sur ça, c'est écris-moi les objectifs que tu auras en gagnant de l'argent. Si tes parents, si t'as peur de dépasser tes parents et de te dire ouais, eux ils ont échoué, moi je vais gagner, tu leur fais un petit compte, une petite boîte, et puis tu prévois un truc qu'ils ont toujours voulu faire. Un voyage à XY endroit. Ça peut être, par exemple pour les croyants, c'est un pèlerinage, c'est un truc, tu vois. Et donc c'est quand t'as prévu cette petite cagnotte, bah, tu vas vouloir faire plus d'argent parce que tu te diras, mais c'est pas grave, c'est aussi pour eux. Si tu sais que c'est pour monter une asso, tu vas faire de l'argent. Si tu sais que c'est pour que les enfants ils aillent dans une école privée, tu vas gagner de l'argent. Par contre, si tu te dis, il faut que je gagne de l'argent, mais je sais pas pourquoi, juste je veux être millionnaire, je vais acheter un appart à Paris, bah, c'est vrai qu'en fait, tu vas te dire, mais en fait, je suis vraiment un gros con ou une grosse conne, tu vois, de me dire, en fait, je vais faire de l'argent pour du mat, enfin, tu vois. Et donc, ça en revient à une seule chose, c'est quel est le why de ta vie, non pas professionnel, personnel. Pourquoi es-tu sur cette terre ? Qu'est-ce que tu veux à la fin de cette vie ? Tu vois, ça revient à ça. Et justement, c'est la parfaite transition parce que j'allais te demander, donc tu en parles souvent de ce principe de why, du fait d'identifier sa raison d'être, de la trouver. Est-ce que tu as une méthodologie pour aller chercher ce why, justement ? Ouais, j'en ai parlé dans le podcast avec Céline, Je peux pas, j'ai podcast. Et on a détaillé la méthode. Moi, ce que j'explique dans le podcast, c'est qu'il y a 2 why. Il y a le why interne, avec lequel tu as grandi, qui est un peu une revanche sur la vie. Tel prof m'a maltraité, tel groupe de personnes m'a bully, tel mec, telle nana, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé, tu as eu des épreuves, et tu t'en rappelles pas ou tu les as mises de côté, ou tu vois, il y a une espèce de revanche sur la vie, un truc qui est l'ancienne toi. Un truc où tu te dis, je suis devenue celle dont j'avais besoin à l'époque. Tu vois. Ça, c'est vraiment pour les solopreneurs qui n'ont pas une compétence particulière de type copywriting, SEO, etc. et qui sont freelance.
Je parle de ceux qui vont aller chercher des gens qui leur ressemblent. Tu vois comment tu as switché entre la salariée qui va accompagner les corpos et celle qui accompagne les solopreneurs. Et ben, c'est parce que toi, tu as grandi. L'ancienne toi, c'était la salariée. Et maintenant, l'ancienne toi, c'est la solopreneur qui connaissait pas certaines choses, qui maintenant les maîtrise, qui va descendre dans la piscine à 5 mètres, tu vois, pour les autres, tu vois. C'est ça. Et c'est qui l'ancienne moi Et je suis devenue celle qui protège l'ancienne moi, tout comme je suis devenue le parent dont j'avais besoin. Je suis devenue la nouvelle qui va aider l'ancienne, d'accord. Donc, qui est cette ancienne moi? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Et de quoi elle avait besoin au moment où elle avait besoin? Qu'elle soit enfant, ado, adulte, on s'en moque, d'accord. Ça, c'est le why interne, d'accord. Donc, c'est moi qui fais psycho parce que j'ai des violences familiales très fortes. Je ne comprends pas comment une mère peut autant tester sa fille. Et je n'ai pas les moyens de me payer une thérapie. Donc, je vais faire mes études de psycho juste après ma tentative de suicide. Tu vois, c'est un vrai why très clair, tu vois. Ça nécessite d'aller chercher dans son histoire personnelle, dans sa famille. C'est ça. Mes épreuves, de la chronologie, des moments de vie, tu vois, travailler là-dessus. Et en découle un why externe. Et ça, c'est vraiment la tagline Instagram, LinkedIn, etc. C'est j'aide X à faire Y avec Z. Tu vois, donc je comprends pas ce qui m'est arrivé dans ma vie. Donc, j'ai fait ces études-là. Et en fait, moi, au moment où je fais psycho, je vois mes parents qui vivent un enfer professionnel. Et j'ai envie de leur dire, mais c'est de votre faute. Enfin, dans le sens, vous n'avez pas compris que vous êtes en train d'aller au boulot avec tous vos bagages. Et si, en fait, vous compreniez qu'en fait, on ne se comporte pas au boulot comme on se comporte avec ses enfants ou avec ses parents ou entre soi. Enfin, maman, c'est pas parce que tu parles comme ça à papa que tu peux parler comme ça à ton boss, en fait. Enfin, des trucs comme ça. Et je les vois évoluer et je les vois soit vivre la discrimination, qui n'est pas de leur faute, soit vivre des comportements, des échanges interrelationnels qui sont... J'aime pas parler de faute, mais ils ont une responsabilité. Une interaction, c'est toujours à deux. Même dans la fin de mon mariage, j'ai une responsabilité. Enfin, tu vois, on a toujours une responsabilité. Moi, les gens qui viennent me voir, qui me disent c'est de la faute de l'autre, non. Il y a toujours un truc que tu as laissé faire, accepté, etc. Et donc, je me suis dit, c'est marrant, en fait, il n'y a pas de frontière entre le pro et le perso. Et dans mon éducation, je voyais qu'il y avait un truc de tu es né pour vivre, pour travailler. Tu vois, il faut faire des études pour travailler, il faut faire de l'argent. Enfin, c'était toujours... Il n'y avait pas la question de l'être, il n'y avait que la question du faire. Et donc, ça se mélangeait toujours, l'être et le faire. Et donc, j'ai commencé à aider les gens à comprendre que ce qu'on est, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Et comment, tu vois, le truc se mixe. Et c'est devenu mon why externe. Mais là, jusqu'à présent, si je ne le dis pas, tu ne peux pas savoir que j'ai vécu une TS, que j'ai vécu des violences, que j'ai vécu ça. Tu ne peux pas le savoir, c'est mon why interne. Et ça devient un why externe qui est visible, entendable, audible. Donc c'est ton histoire à toi, personnelle, tes épreuves, ta famille, enfin ce que tu as vécu finalement, qui va venir te faire construire un projet professionnel en ligne avec, enfin finalement pour, j'allais dire, répondre à ce que tu as vécu et du coup finalement faire une force quelque part. Et c'est le truc de qu'est-ce que je n'ai pas trouvé, qui je n'ai pas trouvé, que moi je vais construire. Et donc je disais toujours, j'allais voir, j'avais une coach à l'époque, puis j'avais une psy, et puis je disais toujours, mais en fait elle comprend rien à ma famille. Ah oui, mais elle comprend rien au boulot. Et je me disais toujours, en fait, il y a personne qui peut comprendre les deux. Enfin, j'en ai marre de payer deux personnes, et surtout j'en ai marre de répéter. Je perds du temps à chaque séance. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut comprendre le pro et le perso? Et donc du coup j'ai fait tout ce qui existe. De la start-up, du grand groupe, du petit groupe, de la PME, de la TPE, du privé, du public. Et maintenant, quand on vient me parler, ah oui, je sais, Accenture, j'y étais. Ouais, tu travailles dans l'État, moi aussi. Ah, moi j'ai fait de l'associatif, t'as fait de la start-up, moi aussi. Tu vois. Et en fait, j'ai fait tout. J'ai fait de la cyber, j'ai fait plein de secteurs et plein de tailles. Et quand on vient me parler, je comprends. Mais je suis aussi psy. Et en plus, j'ai l'aspect transculturel. Et donc, je suis devenue celle dont j'avais besoin. Tu vois, totalement, en interne et en externe. Et donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir quand on est solopreneur avec une cible et un problème à résoudre où on est sa propre niche. C'est vraiment ce truc de comment je fais coïncider l'interne et l'externe. Et ne pas oublier une chose, et je le dis toujours, on a fait des fois dans notre vie. C'est-à-dire qu'on a fait... moi, j'ai fait coaching agile, fois no-code, fois copywriting, fois psycho, fois transculturel, fois coach, fois business, tu vois. Et en fait... quelqu'un qui va comparer un Calendly avec un prix et une offre avec mon parcours et qui va juste aller chercher une autopsie lambda, il va venir même peut-être me payer plus cher moi parce qu'il va se dire ouais mais elle va pas comprendre le pro et le business. Mais moi je suis entrepreneur donc je vais aller la voir elle. C'est pas grave si elle est plus chère. Et donc c'est quoi les fois que t'as? C'est quoi le A fois B fois C fois D?
Tu vois, et ça construit ton why externe. Qui fait ta spécificité et qui fait que on vient te voir toi et pas quelqu'un d'autre. Ta marque clairement. personnelle. Ouais. Et du coup, ça reboucle à ce qu'on disait au début sur le personal branding. Eh ben écoute, si vous voulez travailler votre why avec Gianne, je crois que son calendrier est ouvert. Bon, il est débordé, mais il est quand même encore ouvert ou C'est pas? ça, oui, Ouais. j'ai quelques slots là au mois de juillet. Ouais. Ok, c'est quoi tes projets à venir, les choses que tu as envie de mettre en place? Tu sais, c'est marrant, avant cette maladie, je vivais toujours dans le temps court, très court. Il y avait un truc qui me faisait chier, je prenais un avion. J'ai vécu en Thaïlande, je prenais un avion, je partais en vacances. Je faisais ce que j'avais envie quand j'avais envie. Tu vois. J'étais une espèce de nomade. Et quand j'ai fait mon CDD dans l'État, j'étais un peu étranglée. Et pourtant, hein, j'étais dans une équipe géniale, c'était libre, en mode start-up et tout. Mais juste le fait d'avoir une signature qui disait tu finis à cette date, c'était pas possible. Et je me rappelle d'un jour au mois de novembre, j'étais à l'hôpital, ça faisait 2 mois que j'étais sous chimio, et je hurlais de pleurs, et je tenais la main de ma sœur. Et je lui disais comment je vais tenir encore jusqu'à l'année prochaine, tous ces mois. Et elle me disait, ça c'est pour t'apprendre à vivre avec le temps long. Cette épreuve est venue t'apprendre à... Tu ne peux pas prendre un avion là et partir. T'es allongé avec 2 staphylocoques, tu dois passer au bloc, tu sors de... Tu peux pas prendre... T'as un cathéter dans le corps. Tu peux pas prendre la fuite. C'est fini. Et donc, cette épreuve est venue t'apprendre le temps long, à t'engager, à penser à plus tard, tu vois. Et avant, je t'aurais dit, alors attends, en septembre, je vais faire ça, en octobre, je vais faire ça, là, j'ai prévu en novembre, ça. Et là, je te dis, je sais même pas ce que je vais faire demain, faut que je regarde mon agenda. Et à chaque jour suffit sa peine, je suis hyper heureuse d'être là avec toi, je suis hyper heureuse d'être vivante. Et le seul projet que j'ai, c'est 1, de rester vivante, donc de suivre mes traitements, 2, de kiffer ma vie, 3, de voir des gens que j'aime. Je disais l'autre jour, j'ai plus envie de m'emmerder avec des gens que j'aime pas ou de faire des trucs que j'aime pas. Et c'est juste de... En fait, on s'émerveille quand on sort de tout ça, tu vois. Et là, je me dis juste, le 6 juillet, c'est mon anniversaire, je vais avoir 39 ans. La seule chose que je vois là, c'est le 6 juillet, je veux avoir les pieds dans l'eau. Je n'ai pas nagé depuis l'été dernier du fait de ma... Tu sais, j'avais un cathéter, je ne pouvais pas me baigner. On me l'a enlevé là il y a 2 semaines, on m'a mis une chambre implantable. J'ai encore 10 jours de cicatrisation. Et pour la première fois depuis 1 an presque, je vais mettre les pieds dans l'eau. Et donc, c'est où est-ce que je vais le 6 juillet. Voilà mon projet. J'en ai pas d'autres. Et juste kiffer, voilà. On a envie de savoir où tu iras, tu nous diras. Faut me suivre sur Insta pour ça. Oui, il faut suivre Gianne sur Insta. Et bien évidemment sur LinkedIn, parce que LinkedIn, Gianne... Ouais, j'ai un peu abandonné la LinkedIn, mais il faut que j'y revienne. Mais voilà, c'est ça mes projets. Et je voulais juste rajouter un truc qui est important pour tous les solopreneurs et entrepreneurs, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, et toi, peut-être la première. Tous les gens qui viennent nous voir ont un lien avec ce qu'on vit et nous renvoient quelque chose. Donc, quand tu rentreras tout à l'heure, tu regarderas tous les gens qui sont dans ton groupe de solopreneurs et tous les gens que tu suis. Il y a quelque chose de leur histoire qui vient t'apprendre quelque chose sur toi et vient te faire travailler quelque chose sur toi, quel que soit ton job de solopreneur. Et moi, là, mon projet, c'est de me rendre compte de ça, tu vois. C'est de recevoir un max de personnes qui ont des histoires fortes et intéressantes et diversifiées, parce que c'est eux qui viennent en vrai me payer pour m'apprendre sur moi, tu vois. Donc c'est ça, c'est d'aller trouver un max de gens qui vont répondre en miroir à ma life, tu vois, à ce que je vis. Parce qu'en fait, c'est eux qui... Enfin, c'est moi qui les aide, mais en vrai, c'est eux qui m'aident aussi, tu vois. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est se rendre visible au monde pour que les gens qui ont des choses à nous apporter nous voient et nous trouvent. Tu vois, c'est ça mon projet en gros. Ce que ça m'évoque, ce que tu dis là, c'est que du coup, je me pose la question, pourquoi là, t'es en face de moi ? Intéressant, c'était pour ça que je te l'ai dit. Et clairement, pour moi, c'est parce que je pense que j'ai besoin de creuser mon histoire familiale. Voilà. En tout cas, j'ai envie, je me sens prête à le faire. Et en t'entendant parler de tout ça, de transgénérationnalité, et ça m'évoque vraiment ça. Donc, j'imagine que tu as une fille en plus. Donc, donc il y a sûrement un lien. À quel âge ? Très grande famille. 5 ans et demi. Donc elle arrive à presque l'âge de raison. L'entrée à l'école, les nouvelles questions, etc. Beaucoup de questions. Voilà. Énormément de questions sur la vie, sur la finitude. C'est elle qui est en train de t'amener à ça. Ah clairement. J'ai ramené un petit jeu de cartes que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu as... Je suppose que tu as lu les accords Toltec. C'est un petit jeu de cartes que j'aime bien utiliser, même en atelier, en session collective. Je te propose d'en prendre une au hasard et de nous la lire. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte
Et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Et renaître. Et renaître. Je le dis 3 fois. Et renaître. Et en fait, parce qu'en fait, on renaît tout le temps. Mm. On décide de tuer ce qu'on veut et de renaître ce qu'on veut. C'est hyper énorme comme carte parce que j'ai une relation très difficile avec ma mère. Et elle a été très douloureuse pendant mon cancer. Et mon ex-mari en a ajouté beaucoup. Et du coup, c'est vraiment... pendant un temps, j'ai cru. J'ai cru que j'allais mourir parce qu'on me disait de toute façon, tu vas mourir. Mm. Il faut que je parte parce que tu vas mourir. T'es dans le déni, tu vas mourir. Et je crois qu'on me le dit depuis, enfin en vrai, que je suis pas en vie, tu vois, que je suis pas assez, enfin que je suis trop, et en même temps que je suis pas celle qui a envie qu'on aurait aimé qu'elle soit. Tu vois le truc? Donc je vais prendre une photo avec mon téléphone. Je vais te travailler l'offre, dessus. prends-la. C'est vrai? Ouais, Et du coup, personne d'autre pourra la voir? c'est Ce pas serait nul. grave, c'est à toi. Ah bah, merci beaucoup. Merci Magnifique. Jeanne, merci infiniment. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez écouté le podcast et à me dire ce que vous en avez pensé et ce que ça vous a fait, même si c'est... Faites-le. Allez suivre Jeanne sur Insta. Faites-lui un petit message pour lui dire ce que ça vous a évoqué et ce que vous avez ressenti en écoutant le podcast. Je réponds à tout le monde. Ouais, Je réponds à tout le monde et comme je le disais, moi j'ai envie de parler avec des gens qui vont me réveiller des choses, qui vont m'apprendre des choses. Donc, welcome.